Bonjour à tous, il est 14 h, bienvenue dans Question d'actualité. Ensemble, nous allons analyser l'actualité politique et parlementaire avec nos invités, journalistes et députés en plateau. Avant de suivre en direct et en exclusivité les questions au gouvernement, ce sera à 15 h sur LCP. Et puis à 16 h, nous reviendrons sur les temps forts de ces questions avec deux députés à mes côtés. Pour ne rien manquer de ce qui se passe à l'Assemblée, nous retrouverons Stéphanie Despierres qui se trouve salle des 4 colonnes pour toutes les réactions politiques. Bonjour Stéphanie. Valérie Brochard est-elle au plus près de l'hémicycle pour d'autres entretiens exclusifs? Bonjour à vous. Et puis bien sûr Daniel Sportiello, Daniel qui se trouve dans les tribunes de l'hémicycle. Bonjour Daniel. Quel est votre invité aujourd'hui? Bonjour Brigitte, eh bien ce sera Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France. Et on vous retrouve à 14 h 50, Daniel, à tout à l'heure. Dans l'actualité, au sommaire, la loi anti-casseurs à l'épreuve de la commission, la majorité a fait entendre sa voix sur ce texte issu de la droite sénatoriale, une proposition de loi qui devrait encore faire débat dans l'hémicycle le 29 janvier. Le grand débat se délocalise. Nous avons assisté à une réunion dans la banlieue lyonnaise à la veille d'une nouvelle rencontre demain pour le président avec des élus de la Drôme en présence de Laurent Wauquiez. On en parle, on en débat avec nos invités en plateau. Bonjour Jean-François Eliaou. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de l'Hérault. Jean-Louis Masson, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains du Var. Et Stéphane Vernet, bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Ouest France. Alors je vous le disais en titre, la loi anti-casseurs a été l'objet de nombreux débats en commission. La majorité a largement amendé le texte issu de la droite sénatoriale en dépit de l'injonction du ministre de l'Intérieur à légiférer rapidement. Compte rendu des débats, Marie Labatte. Avant même son arrivée en commission, le texte suscitait déjà l'embarras. Voulu par Édouard Philippe mais issu d'un travail législatif de la droite sénatoriale, la proposition de loi anti-casseurs se heurte dès l'article 1er au tâtonnement de la majorité. Cet article 1 ne me paraît pas juridiquement stabilisé en termes d'équilibre constitutionnel dans sa rédaction actuelle. C'est la raison pour laquelle moi je propose la suppression de cet article 1 avec une proposition qui nous est faite par le gouvernement de nous proposer une nouvelle rédaction d'ici la séance. La gauche comme la droite saisissent alors l'occasion pour pointer du doigt l'amateurisme de la majorité. Je connaissais la vente à la découpe, je découvre le texte à la découpe. Voilà, ce texte va être complètement démantelé. Quel signal vous voulez donner? Vous voulez expliquer que vous reprenez un texte de la droite pour apparaître sécuritaire et pour apparaître ayant de la fermeté, pour ensuite revenir en arrière et mettre des contreparties? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À l'article 2, c'est au sein même de La République En Marche que les dispositions sont contestées. Je crois que cette rédaction introduit une dose d'arbitraire trop grande dans une décision qui fait attrait à nos libertés individuelles, la liberté de manifester, qui est une liberté clé dans notre démocratie, un contre-pouvoir nécessaire. Après l'examen du texte en commission ce matin, la proposition de loi sera débattue mardi prochain en séance publique. Alors Jean-François Eliaou, vous avez entendu les voix dans votre propre majorité. Ce texte qui est issu de la droite sénatoriale, est-ce qu'il est pour vous liberticide? D'abord, je voudrais rappeler l'objectif. L'objectif, c'est de faire une loi anti-casseurs, de prévenir les violences lors des manifestations, et les manifestations sont un droit constitutionnel. Actuellement, nos concitoyens, les Français, qu'ils soient manifestants ou qu'ils soient passants, ne peuvent pas aller et venir et ne peuvent pas manifester pour les manifestants sans qu'il y ait des risques graves de violence dont ils peuvent pâtir. Et donc là, la question est essentielle. Et c'est vrai que nous sommes extrêmement attentifs à atteindre cet objectif de limiter considérablement les violences, qui ne sont pas simplement des gilets jaunes, enfin à l'occasion des gilets jaunes, qui sont peut-être également la façon dont se dérouleront, et c'est le risque, dans l'avenir, les manifestations. La violence étant un moyen de revendication. Alors le but, on l'a bien compris. Hein. Mais sur les atteintes aux libertés. Je termine. Je pense que c'est très important. Donc la violence n'est pas un moyen de revendication. Et ça risque de l'être dans l'avenir. Donc nous devons prendre des mesures assez fortes pour que ça ne se reproduise pas. Bien entendu, nous sommes très attentifs au sein de la République En Marche, de la majorité, à ce que les mesures que nous proposons soient des outils utiles, et notamment pour les forces de l'ordre,
première chose. Et deuxièmement, ne soit pas attentatoire aux libertés fondamentales. Et tel qu'il était présenté, le texte, venant de la droite sénatoriale, puisque c'est une proposition de loi de Bruno Retailleau, il l'était à votre avis ? Il risquait de l'être sur un certain nombre de dispositions. C'est pour ça que nous avons travaillé et nous allons encore travailler jusqu'à sa discussion dans l'hémicycle afin justement d'être sur cette ligne de crête difficile, nous permettant d'être à la fois non liberticide, mais également de pouvoir donner des outils efficace aux forces de l'ordre pour réprimer ces actes de violence. Alors c'est vrai, Jean-Louis Masson, on a entendu des voix de la majorité, notamment s'inquiéter sur le droit à manifester, puisque si éventuellement on est pris dans une précédente manifestation, on pourrait être empêché de manifester pour la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que c'est inconstitutionnel ? Ne vous y trompez pas, les LR sont aussi favorables au droit constitutionnel de manifester. Mais ce droit doit être effectivement encadré pour éviter les débordements, pour éviter la chienlit, pour éviter tout ce qu'on a pu constater ces dernières semaines, même avant, avec les Black Blocs le 1er mai. Le Sénat a fait une proposition de loi, elle a été votée. Je précise qu'elle a été votée avec un avis défavorable du gouvernement, avec un vote contre des sénateurs de La République En Marche. Alors aujourd'hui, on a examiné le texte en commission. Si le sujet n'était pas aussi sérieux, ce serait risible. Pourquoi ce serait risible ? Parce que Édouard Philippe nous a fait un discours le 7 janvier qui était plutôt ferme, au point d'ailleurs de reprendre la loi sénatoriale. Et aujourd'hui... Vous considérez que votre texte est dénaturé, là, tel qu'il sort de la commission ? Le texte est déconstruit par la majorité présidentielle. Il est déconstruit parce qu'en fait, il y a cette théorie du en même temps qui devient compliquée. Un gouvernement qui, sur cette loi, pencherait plutôt à droite, une majorité de députés qui penchent plutôt à gauche. Donc le compromis est difficile. La théorie du en même temps dans cette majorité. Est un peu compliquée. Mais alors, on prend une loi qui a un titre accrocheur vis-à-vis de l'électorat de droite, mais après on se contorsionne pour que, dans les attendus, on finisse par donner des gages à la gauche. Je voudrais terminer en disant que quand même la majorité nous est apparue un peu fragilisée ce matin. Mais ce qui est grave, c'est le fonctionnement du Parlement lui-même et de l'Assemblée nationale. Je voudrais vous entendre, Stéphane Vernet, sur cette question de privation des libertés. C'est une question qui revient beaucoup sur ce texte. Est-ce que c'est une question qui est légitime à votre avis ? Moi, je crois que la question, elle est fondamentale. Ce qui se passe est vraiment très important. C'est-à-dire qu'on parle du droit de manifester. C'est un droit essentiel en démocratie et dans notre République. Et je trouve plutôt sain que les députés, que les parlementaires en général aient des discussions, qu'ils ne soient pas forcément d'accord et que ça donne lieu à un débat public parce que, encore une fois, ce qui se joue est essentiel. C'est-à-dire que, pour faire simple, l'idée aussi, c'est de s'inspirer de ce qui a été mis en place pour les hooligans et qui fonctionne. Vous interdisez de stade un certain nombre de supporters qui sont très bien identifiés comme des gens dont on sait qu'ils viennent plutôt pour la castagne que pour la fête. L'idée, ce serait de faire la même chose avec des manifestants. Le problème, c'est que si vous interdisez une manifestation à un certain nombre de citoyens, qui le fera? Si c'est pas un juge, si c'est le préfet, là on rentre dans quelque chose d'assez inédit et qui peut être parfaitement attentatoire à une liberté fondamentale qui est celle de manifester. Donc il est essentiel d'avoir ces discussions et elles interviennent dans un contexte très particulier qui est celui des Gilets jaunes, mais en réalité on assiste au-delà de la crise ou bien avant cette crise des Gilets jaunes, il faut le dire, on assiste à un retour de la violence en politique dans ce pays depuis plusieurs années. En politique et dans la rue aussi. Dans la rue, pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui sont aux extrêmes, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, qui savent que leurs idées ne sont pas majoritaires en politique dans ce pays et qu'ils ne pourront pas les imposer par les urnes, et qui sont en train de légitimer publiquement par un discours très construit, très idéologiste, très fabriqué et très dangereux, ce retour de la violence en disant les violences des manifestants ne sont rien par rapport aux violences sociales dont nous sommes victimes, aux violences qui nous sont faites, alors qu'en réalité toutes les violences sont condamnables, qu'elles viennent du côté des forces de l'ordre, qu'elles viennent du côté des manifestants, que ce soit des violences physiques, verbales, les menaces aussi. Et on va y revenir un petit peu plus tard dans cette émission. Il faut rejeter toutes les violences. Jean-Louis Masson parlait à l'instant des dissensions dans la majorité. On va entendre justement une députée La République En Marche du Maine-et-Loire qui a émis quelques réserves sur ce texte. C'est Stella Dupont et elle est à vos côtés, Valérie Brochard. Stella Dupont, bonjour. Le ministre de l'Intérieur est venu hier défendre le projet de loi anti-casseurs devant la commission des lois ici à l'Assemblée nationale. Mais ce texte vous inquiète en quoi ?
Alors, je suis vigilante puisqu'il touche à nos libertés fondamentales et un certain nombre de points me questionnent légitimement sur l'article 2, notamment, qui instaure une interdiction administrative de manifester, donc prise par le préfet. Et alors qu'on a l'habitude, concernant ce sujet, d'une interdiction à l'issue d'une décision d'un juge. Donc, ça change tout à fait cette question du droit à manifester, ça touche à ce droit à manifester. Donc c'est pour ça que j'ai interrogé Monsieur le Ministre sur ce sujet. Je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent et vigilant quant à la rédaction de cette proposition de loi, parce que ce n'est qu'une proposition de loi, ce n'est pas un projet de loi qui a pu être travaillé en profondeur, alors qu'il concerne bien entendu un point essentiel de nos libertés. Alors justement, vous le disiez presque, c'est un texte qui émane des sénateurs les Républicains, mais la commission de l'Assemblée a supprimé déjà l'article 1. Ça semble plus compliqué que prévu pour la majorité. Est-ce que le gouvernement n'aurait pas mieux fait finalement d'écrire lui-même son propre texte ? Alors, je crois que les deux étaient possibles. Après, il ne vous a pas échappé que nous sommes confrontés à des évolutions en termes d'organisation de manifestations. Ce sont des manifestations qui sont hors la loi, parce que la plupart du temps non déclarées, pas encadrées non plus. Donc, je pense que c'est important qu'on s'adapte rapidement. Par exemple, dans ce texte, on a un point intéressant qui concerne la dissimulation des visages, puisqu'on sait que ce sont surtout les casseurs qui utilisent cette pratique. Et jusqu'alors, on ne pouvait seulement qu'utiliser la contravention. Là, avec ce texte, on peut passer à un délit. Donc, c'est-à-dire on peut interpeller une personne qui se dissimule. Donc, il faut à la fois être extrêmement vigilant sur sa rédaction pour rester dans le cadre de notre Constitution et dans le respect de nos libertés fondamentales, mais à la fois adapter un certain nombre d'aspects qui, aujourd'hui, nous mettent en difficulté les forces de l'ordre lorsqu'elles ont à gérer des manifestations très violentes. Alors, le texte sera débattu dans l'hémicycle dès le 29 janvier prochain. Comment vous envisagez ces débats ? Est-ce qu'il faut mettre plus de garde-fous autour de ce texte ? Je crois que c'est vraiment la précision des termes. Lorsque on autorise un préfet effectivement à interdire quelqu'un à manifester, je crois qu'il faut que cette caractérisation de cette interdiction, de quelle est cette menace, il est écrit par exemple aujourd'hui quelque chose de trop flou de mon point de vue, c'est-à-dire le fait qu'une personne participe ou soit membre d'un groupe peut générer une interdiction. Est-ce que, par exemple, être sur une page Facebook et participer à un débat peut amener un préfet à interdire? Je crois que ce n'est pas l'esprit certainement du gouvernement, mais je crois qu'il faut qu'on ait les législateurs, on se doit d'écrire la loi au plus juste. Et d'être plus précis. Merci beaucoup Stella Dupont, merci. Merci Valérie Brochard. Jean-François Eliaou, l'article 1, donc, qui concerne les périmètres de sécurité de fouilles, a été supprimé à la demande notamment, et pas seulement, de la rapporteure du texte. Finalement, est-ce que vous n'auriez pas dû écrire votre propre texte? Est-ce qu'il fallait reprendre cette proposition de loi sénatoriale qui vient de la droite? Les circonstances ont fait que nous devons travailler dans une certaine urgence. Même si, encore une fois, cette proposition de loi, en tout cas, nous la considérons pas comme telle, n'est pas une loi de circonstances. Nous prenons acte de ce qui s'est passé les semaines précédentes. Nous prenons acte de la dangerosité pour n'importe quel citoyen d'aller manifester. Et nous, en tout cas, je prévois, ou j'anticipe avec un certain nombre de mes collègues, que, encore une fois, les violences vont perdurer. Au-delà d'un mouvement qu'on appelle Gilets jaunes, et encore une fois, on veut séparer. Pour les raisons qu'évoquait Stéphane Vernet juste avant. Absolument, parce que la violence sera un moyen de revendication de n'importe quelle opinion. Ça, il faut l'éviter. Donc, clairement, nous sommes, en tout cas pour les députés de la majorité, sur une ligne de crête où il faut donner des outils efficaces, où il ne faut pas être redondant par rapport à l'état actuel du droit, parce que sinon ça ne sert à rien. Il y avait des articles ce matin que nous avons largement amendés, voire même éliminés, parce que ça n'apportait rien. Je pense à l'article, à la disposition sur les armes, on mettait en plus ça les feux d'artifice. Donc dès qu'on fait une liste, eh bien évidemment on n'est pas exhaustif, par définition, mécaniquement, et puis on peut se promener avec un fumigène sans être particulièrement agressif. Donc il faut faire très très attention à ça. Donc on est dans cette disposition où on veut être extrêmement vigilant, ne pas empêcher
les personnes de manifester parce que c'est un droit fondamental, mais lutter contre les casseurs. Alors, c'est une loi sur laquelle on est obligé de travailler maintenant un peu dans l'urgence. Le gouvernement va proposer des amendements, la majorité va également proposer des amendements. Nous comptons sur l'opposition pour qu'elle apporte des amendements constructifs. On va demander à Jean-Louis Masson, justement. Non, pas forcément pour les rejeter. Jean-Louis Masson, par exemple, vous approuvez les amendements qui ont été votés. Est-ce que vous pourriez voter ce texte? Des amendements sur tous les textes. J'en ai déposé en 1 an et demi 6 000 environ. Il y en a 90 qui ont été adoptés. C'est dire si le taux d'acceptation des amendements des Républicains sont relativement rarement acceptés. Oui, il aurait été peut-être bon de réécrire le texte, la majorité, prendre cette responsabilité-là. Elle ne le fait pas pourquoi? Pour une raison essentiellement politicienne. Pour dire, voyez, on prend un texte de droite, sauf qu'on le dénature. Monsieur, je voudrais revenir sur les violences. C'est politique alors, hein, c'est ce que vous dénoncez. Bien sûr, c'est absolument politique. Alors, et là-dessus, Emmanuel Macron est quand même très fort. Ouais. Je voudrais absolument répondre sur la question des violences, si vous me permettez. Monsieur Vernet a dit qu'il faut condamner toutes les violences. Mais oui, Monsieur Vernet, mais condamner aussi les violences du président de la République, les violences verbales inacceptables. On ne peut pas dire qu'il y a des Français qui ne sont rien, des Français fainéants, des Français alcooliques, des Français qui sont au bas de l'échelle, des Français qui sont des Gaulois réfractaires à tout changement. Monsieur Vernet, on ne vous entend pas beaucoup sur ces sujets-là. Moi, j'aimerais que vous condamniez les violences verbales elle vient de toutes parts. Du président de la République qui tend le climat social avec ces mots-là. Je crois qu'en est président de la République, on n'a pas droit à tenir des propos de cette nature-là. Et enfin, je voudrais parler des policiers et des gendarmes. Je leur rends hommage. Ils portent l'uniforme de la République et ils subissent des fois des agressions de casseurs. Je ne parle pas des manifestants qui revendiquent naturellement conformément à la Constitution. Moi, je parle des casseurs. Et c'est le sens de ça devrait être le sens de cette loi que vous dénaturez, mon cher collègue. Eh bien, nous, on a fait des propositions, on a fait des amendements. On voudrait revenir aux peines planchées de Nicolas Sarkozy pour les violences à l'égard des policiers et des gendarmes. Vous avez entendu effectivement hier en commission le demander, c'est Éric Ciotti qui le demandait. Et là-dessus, vous avez là aussi rejeté nos propositions, monsieur. Je voudrais vous entendre, Stéphane Vernet, vous voulez peut-être répondre à Jean-Louis Masson. Je vous appuie juste après. Et je voudrais savoir s'il y a un coup politique ou pas, comme le dénonce Jean-Louis Masson, dans l'initiative de la majorité de reprendre un texte finalement issu de la droite. Alors, juste sur l'histoire des violences, j'ai parlé de toutes les violences, j'ai y compris cité les violences verbales. Effectivement, je ne pensais pas aux déclarations du chef de l'État et je les incluais. Pensons-y. Mais bon, je referme la parenthèse. Est-ce qu'il y a un coup politique? Moi, je crois qu'il y a un vrai problème au fond. Il y a un vrai problème, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure. On vit dans une société dans laquelle on assiste à un retour massif de la violence dans l'espace public. Ça devient un mode de contestation. Vous avez un certain nombre de manifestants, et pas que des casseurs, des manifestants, des gens comme tout le monde, comme vous, comme moi, qui partent du principe aujourd'hui que le seul moyen de se faire entendre, c'est de casser, parce que c'est efficace, et qu'à travers la violence, ils vont attirer l'œil des médias, ils vont attirer ils vont avoir une portée de leur message qui sera bien supérieure. Et c'est quelque chose qui était antérieur aux Gilets jaunes, mais qui ne cesse de se développer. Est-ce que ça justifie pour autant de reprendre un texte de la droite? Non, attendez, moi, ce que je voudrais... Alors, attendez, on laisse répondre Stéphane Vernet, je vous donne la parole dans 30 secondes. Mais j'ai envie de vous dire, quelle que soit l'origine du texte, s'il est bon, il faut le reprendre. Manifestement, il y a un fond dans ce texte qui vient, plus que de la droite, qui vient du Sénat. Je trouve que c'est intéressant de se dire que les deux chambres ont leur utilité et que le travail parlementaire, il doit se faire en complémentarité. Et je trouve que c'est un bon exemple. Qu'il soit de droite ou de gauche, l'intérêt, c'est qu'il soit discuté. Donc, si le texte est bon, il faut l'adopter. S'il n'est pas bon, il faut le retravailler. Alors, Jean-François Eliaou. Je suis exactement dans cette même disposition d'esprit. Je pense qu'il faut être sérieux. Nos concitoyens attendent des mesures. Je pense qu'ils en ont, dans la majorité, assez, ou pour la majorité, assez, d'être confrontés tous les samedis à cette espèce de rodéo. Alors, à Paris, c'était un peu plus calme samedi dernier. En province et dans ma ville, à Montpellier, ça a été extrêmement violent. À Toulouse, ça a été violent. À Bordeaux, ça a été violent, etc. Donc, les personnes en ont assez. Le samedi, je rappelle, c'est le moment où on se promène en famille, où on va faire quelques courses, où on se détend. Et tous les samedis, c'est comme ça. C'est le rodéo. Donc, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, les attentes de nos concitoyens, qu'ils soient manifestants ou pas manifestants, est celui-là. Et maintenant, on vient parler de posture politique. Je pense qu'on est dérisoire dans notre discours. Je crois que ce qui est important, c'est ce qui a été dit. C'est une bonne opportunité. Ça vient du Sénat. Ça a été adopté il y a 2 mois et demi. C'était au mois d'octobre.
octobre ou 3 mois en première lecture au Sénat. C'était une proposition de la droite. C'est une proposition de la droite. Bien. Eh bien, c'est pas grave. Eh bien, si elle est bonne, on la prend. Mais simplement, on ne la prend pas en l'état. Et nous amenons évidemment, comme députés et députés de la majorité, un certain nombre de modifications. Ces modifications étant justement dans l'objectif de fournir des outils non redondants aux forces de police pour que ça cesse, cette violence, et d'un autre côté, de pouvoir garantir le droit constitutionnel de manifester, et d'aller et venir, et d'aller et venir. Et d'aller et venir. En un mot, mais vraiment très court, est-ce que vous envisagez de voter ce texte éventuellement ou pas? Écoutez, on verra quand le moment sera revenu, s'il est complètement vidé, si c'est de l'eau tiède. Alors, d'accord. Je voudrais... On va être obligé de passer à un autre thème à présent dans cette édition parce qu'on doit aborder le grand débat. Vous savez qu'Emmanuel Macron ira à la rencontre des élus locaux et des responsables d'associations demain dans la Drôme. Alors à cette occasion, eh bien, le président s'entretiendra en privé avec Laurent Wauquiez. À LCP, nous avons posé notre caméra au milieu de plusieurs débats locaux. Alice Rougerie et François Chevret ont assisté dans la banlieue lyonnaise à une discussion organisée par le député La République En Marche Jean-Luc Fugit sur le pouvoir d'achat, principale préoccupation des Gilets jaunes. Regardez cet extrait. Il y a environ 250 personnes ce soir réunies dans la salle des fêtes de Saint-Symphorien-d'Oron. Nous sommes à une dizaine de kilomètres au sud de Lyon. Alors parmi les participants, un seul gilet jaune, en tout cas une seule personne qui porte le gilet jaune. Cette personne a rapidement lancé les débats sur un sujet qui a été très discuté ce soir, le pouvoir d'achat, les salaires. Écoutez un extrait des discussions. Moi je voudrais enfoncer le coup d'entrée de jeu. En fait, ce qui n'est plus acceptable dans notre société, ce sont les inégalités sociales et salariales qui ne sont plus acceptables. Si on prend le plus haut salaire, si on prend le plus bas salaire, on se retrouve face à des inégalités qui sont dignes de l'époque des rois. Et ça, ce n'est pas acceptable. Je dirais que ce qui sauve la situation, c'est le confort moderne. Parce que si nous avions les mêmes inégalités à l'époque des rois, je peux vous dire que la révolution, ça fait longtemps qu'elle aurait eu lieu. Le plafonnement des salaires, pour revenir sur ce que disait Jean-François, le gilet jaune, ça me fait penser un petit peu à la remarque de Georges Marchais quand j'étais tout gamin. Au-dessus de 2 millions, il parlait en francs à l'époque, je prends tout. Moi, je suis totalement contre. Si on veut des gens qui gagnent mieux leur vie, qui sont mieux dans l'entreprise, il faudra forcément, et c'est mon avis, qu'il y ait des gens qui en gagnent effectivement beaucoup. Jean-François Eliaou, on parlait de violence à l'instant, violence dans la société. Quand vous entendez ces prises de parole notamment, est-ce que vous ne dites pas qu'il y a un ras-le-bol généralisé? Ah non, mais moi je dis que c'est un contre-exemple à ce qu'il faut justement, ou c'est l'exemple qu'il faut poursuivre. C'est-à-dire que les personnes s'expriment, parfois violemment, je veux dire sur une revendication violente, une remise en question éventuellement de la société, une remise en question du niveau des salaires, mais ils le font dans le calme, la tranquillité, le respect de la parole. C'est ça qu'il faut avoir. Sinon c'est le brouhaha, sinon c'est la violence. Les personnes qui cassent les vitrines, ce sont des personnes qui cassent la démocratie. Mais vous avez entendu la référence que fait ce gilet jaune à l'époque des rois, ces inégalités sociales dans la société. Donc vous vous rendez compte, si vous voulez, si on analyse ça, c'est une agression verbale quelque part, mais c'est dans le calme, on l'entend, on l'écoute et ça percute. Percuter les vitrines, c'est pas percuter l'esprit. Et je crois que le poids des mots est important, à condition qu'on les entende. Et moi, je suis totalement favorable à cette organisation du grand débat. J'essaie de l'organiser également dans ma circonscription. J'ai reçu des gilets jaunes et je peux vous dire que j'étais face à 80 gilets jaunes. Ça n'a pas été un moment de plaisir, mais on s'est respecté. Et à la fin, tout le monde s'est serré la main. Pas parce qu'on avait convaincu, on s'était convaincus les uns et les autres, tout simplement parce que c'est la voie démocratique de notre pays qui fait la richesse et la dignité de notre pays. C'est la voie démocratique. Vous validez. Oui. 67% des Français trouvent que c'est une bonne chose, ce débat. Est-ce que vous faites partie de ces 67%, Jean-Louis Masson ? Un mot sur les gilets jaunes, quand on parle de monarchie, je crois que ça nécessite 2-3 explications. Je crois qu'il y a beaucoup de déceptions chez les Français. Moi, ça m'émeut un peu, là, cette affaire des gilets jaunes. Beaucoup de déceptions. Quand il y a eu l'élection d'Emmanuel Macron, les gilets jaunes, ils ont voté pour ou contre, peu importe. Mais en tout cas, ils y ont cru à un renouveau. Ils ont cru à un Big Bang politique, économique et social, et 20 mois plus tard, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ensuite, il y a une verticalité du pouvoir, pour reprendre ce terme de monarchie, et on l'observe très bien. Les syndicalistes sont à tonnes. L'Assemblée nationale, le débat démocratique est quand même un peu verrouillé par la majorité. Mon très cher collègue, ce n'est pas vous faire insulte que de vous le dire. Et enfin, il y a conjoncturellement ce ras-le-bol fiscal,
les 80 km à l'heure, l'augmentation des carburants, l'augmentation de la CSG qui frappe très fortement les retraités, la non-indexation des retraites à partir depuis le 1er janvier, voire des allocations familiales. Tout cela crée un climat de désespoir. Ce seront les thèmes évoqués par Laurent Wauquiez. Et surtout, de constat que l'Assemblée nationale, finalement, ne les défend pas. Ils ont le sentiment de ne pas être entendus. Or, on a été des lanceurs d'alerte, que ce soit au Sénat ou chez nous, dans le groupe LR. C'est un échec de la démocratie représentative. On a dénoncé ces mesures, CSG, non-indexation des droits, etc. On l'a dénoncé, mais on a été balayé de revers la main avec votre président de groupe qui a dit vous étiez trop intelligent, trop subtil et trop technique pour qu'on puisse vous... Vous avez muselé l'opposition alors, Jean-François Eliaou. Moi je vais intervenir là-dessus parce que je pense que c'est important. Là aussi, je crois qu'il faut donner du sérieux à nos débats. C'est le rôle de l'opposition que de dire qu'elle est muselée par la majorité. Nous serons peut-être dans l'opposition le coup d'après et nous dirons exactement la même chose. Mais ça ne fait pas avancer, à mon avis, les événements. Ce que je remarque, c'est qu'au bout de 19 mois à peu près de mandature, nous avons réalisé, alors peut-être que c'est trop tard, certains disent que c'est trop tard, mais par rapport à 20 ans ou 30 ans de statu quo qui fait que nous en sommes là, et j'insiste là-dessus, c'est pas parce que je suis un nouvel élu, mais ça fait depuis 20 ans ou 30 ans que nous en sommes là. Et donc, à partir de ce moment-là, les majorités précédentes, et pas nous, les majorités précédentes se sont succédées pour aboutir à ce résultat un peu déplorable. Eh bien, nous, au bout de 20 mois ou 19 mois, versus 20 ans ou 30 ans, eh bien nous prenons la réalité des choses. Et nous, justement, sur l'initiative du Président de la République, nous lançons ce grand débat. Nous y croyons beaucoup. Et moi, j'engage tous les citoyens, y compris les élus de l'opposition, mon cher collègue, y compris les élus de l'opposition, parce qu'il ne s'agit pas de faire remonter des choses qui nous plaisent, il s'agit de faire remonter ce que sentent les citoyens. Et nous avons un rôle, et je termine là-dessus, nous avons un rôle en tant que députés, pas d'animer, mais d'être en soutien par rapport à ce grand débat. Alors le succès, on le connaît. On va entendre Stéphane Vernet avant parce qu'il n'a pas parlé encore sur ce débat-là. Non, juste une seconde, s'il vous plaît. Est-ce que ça peut permettre finalement au président de reprendre la main, ce grand débat? On voit le succès déjà sur le terrain. Après, il y a la finalité des choses. Écoutez, si le débat permet de faire une translation de la violence qu'on observe dans la rue vers des joutes oratoires et verbales, moi je dis très bien. Si l'idée c'est de permettre, il y a un besoin d'expression et de participation qui est très fort. Les Français ont des choses à dire, ils veulent les mettre sur la table, d'où les statistiques que vous évoquiez. Par contre, si l'objectif c'est de permettre au président de reprendre la main, alors on part sur un biais. C'est pas une bonne idée parce que il est pas. Moi, je pense que ce débat, il doit pas être là pour ça. Il n'est pas fait pour ça. Si nos concitoyens se disent, finalement, le président de la République essaye de reprendre la main, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée, et donc ça va être un tour de passe-passe, et puis il fera bien ce qu'il voudra, quoi qu'on lui dise. Alors le débat, il est mort-né. Il ne servira à rien, et ce sera même pire que mieux. En réalité, il faut qu'il y ait une vraie écoute, c'est-à-dire que on n'a pas tellement... et prise en compte. C'est ça, le point clé, c'est qu'est-ce qu'on fera de ce qui va sortir du chapeau. Les gens ont plein de choses à dire. Il y a énormément de choses qui vont être mises sur la table. Il faut que la synthèse elle soit complète et qu'elle soit pertinente. Et ce qui manque pour l'instant, c'est qu'on ne sait pas comment l'exécutif va transformer ce qui sera exprimé et ce qu'il va en faire. Vous pouvez nous écairer là-dessus en 30 secondes. S'il vous plaît, j'ai une question à poser. D'abord, je souscris totalement à ce que vous venez de dire, Monsieur Vernet, cette fois-ci. Comme vous êtes très pressé, je vais être très court. Oui, faites court. Et je pose la question à mon collègue Eliaou. Alors, hier, il y avait les questions au Sénat. Et Marlène Schiappa a déclaré, je la cite, c'est le mépris qui a provoqué les Gilets jaunes. Est-ce qu'elle faisait référence au président de la République, mon cher collègue? Alors, à vous, Jean-François Eliaou. Écoutez, moi, j'étais pas au Sénat parce que je suis député comme vous. Et puis, on avait beaucoup de choses à faire puisqu'on était en train de travailler sur la PPL prévention des violences. Je n'ai pas entendu ça. Je crois que Marlène Schiappa s'est exprimée. Je regarderai et je pourrai vous répondre peut-être hors antenne, mais je pourrai répondre avec précision. Une bonne équipe de rugby, Montpellier, mais vous jouez même moins bien que nous à Toulon. Il y a du mépris dans les petites phrases du président de la République. Non, certains Gilets jaunes, en tout cas, l'ont évoqué. Je pense qu'actuellement, la politique politicienne prend trop le pas sur les réalités du pays. Moi, j'ai reçu, encore une fois, dans ma circonscription, les Gilets jaunes. J'ai reçu, au mois de décembre, et je tiens à le préciser, au mois de décembre, j'ai reçu une délégation dans ma permanence.
Il y avait une dame de 30 ans avec une petite fille de 3 ans ou 4 ans, mère célibataire, qui gagnait extrêmement peu et qui m'a dit « Moi, je reste sur les ronds-points parce que je mange mieux sur les ronds-points qu'à la maison. » C'est ça qu'il faut voir. Et c'est là-dessus qu'on vous attend? Et c'est là-dessus qu'on nous attend. Alors moi, je veux bien qu'on préjuge de ce que sera. Et c'est pas je fais pas du tout c'est pas des larmes, mais c'est là la question. Il y a des gens malheureux dans ce pays et que, enfin, en tout cas, mon objectif en tant qu'homme politique et mon engagement comme homme politique, c'est de rendre plus heureux le quotidien de nos concitoyens. Je termine. On vous attend plus sur les résultats que sur le constat. Mais justement, mais attendez. Donc, qu'est-ce qui va se passer actuellement? Nous avons mis en place et en œuvre tout un système de recueil de données sous quelque forme que ce soit. Hein, les réunions, les débats, etc. D'abord, les remontées individuelles aussi sur la plateforme. Ensuite, il y a des garants pour montrer que le débat est transparent. Il y a 4 thèmes principaux. Alors, bien entendu, la parole est ouverte. Et si c'est en dehors de ces thèmes, on les prendra en considération. Mais il faut bien ranger un peu les choses. Et ensuite, je ne comprends pas comment on peut préjuger de ce que sera l'attitude du gouvernement et du président de la République alors qu'on est au tout début. Et on va être obligé de s'arrêter là. Je vous remercie Jean-François Eliaou d'être venu participer à ce débat. Député La République En Marche de l'Hérault. Merci Jean-Louis Masson, député Les Républicains du Var. Merci Stéphane Vernet, directeur de la rédaction de Ouest France. Je vous laisse poursuivre le débat en dehors du plateau. On passe à présent au focus dans cette émission. Arrêtons-nous sur le revenu de base, objet d'une proposition de loi socialiste. Elle a été débattue ce matin en commission. Valérie Brochard, vous êtes avec Hervé Solignac, député socialiste et apparenté de l'Ardèche. Absolument, Brigitte Hervé Solignac, bonjour. Vous êtes le rapporteur d'une proposition de loi déposée le 19 décembre dernier concernant l'expérimentation territoriale visant à instaurer un revenu de base. Mais c'est quoi pour vous le revenu de base? Qu'est-ce qu'il contient dans votre esprit? Alors ce revenu de base tel qu'il pourrait être expérimenté par des départements, il contient la fusion soit de 2 allocations, le RSA et la prime d'activité, soit un autre scénario, RSA, prime d'activité et allocation logement. L'idée étant d'abord de simplifier tout ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, le président de la République lui-même reconnaît qu'il y a un maquis des aides absolument complexes et des aides qui interagissent entre elles. Rendre ce revenu de base automatique, pour une raison très simple, 36% aujourd'hui des bénéficiaires potentiels du RSA n'ont pas accès à cette aide-là, et pas que le RSA, c'est vrai aussi pour la prime d'activité, dans une moindre mesure, mais c'est vrai aussi. Et puis élargir ce revenu de base à des publics qui sont oubliés, les 18-25 ans. C'est en France un drame, parce que 16% des jeunes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Si on se compare par rapport aux autres nations européennes, nous sommes bons derniers en matière d'aide aux jeunes de 18 à 25 ans avec le Luxembourg. Donc automatique, élargi et inconditionnel. Il y a un mythe de la conditionnalité. On fait croire que parce qu'on va imposer la recherche d'un emploi, on aura plus d'efficacité dans le retour à l'emploi. Malheureusement, on sait que c'est faux. Et donc, il s'agit d'expérimenter l'inconditionnalité et de trancher ce sujet-là. Faut-il conditionner une aide à une recherche d'emploi ou pas? Pourquoi ce texte et pourquoi maintenant? Dans l'introduction de votre proposition de loi, vous parlez de l'une des plus graves crises sociales que la France ait connue. Est-ce que pour vous, ce texte est la solution en l'occurrence à la crise des Gilets jaunes? Non, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est la solution et que ce texte a vocation à éradiquer la pauvreté ou les problèmes de pouvoir d'achat. Mais c'est une solution. J'ai discuté, moi, avec des Gilets jaunes comme de nombreux parlementaires. De quoi me parle-t-il? Il me parle d'injustice sociale, il me parle de lutte contre la pauvreté qui est insuffisante. J'ai rencontré des mères isolées qui sont en très grande difficulté parce qu'elles ont des enfants, parce que parfois malheureusement le papa est parti et qu'il ne verse pas de pension alimentaire. Bref, c'est une réponse à la détresse sociale que les Gilets jaunes peuvent exprimer, mais c'est évidemment pas la seule réponse parce que ce n'est pas la seule question qu'ils posent. Et si cette loi intervient aujourd'hui, ça n'est pas parce qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes. C'est une loi qui a été préparée de longue date. C'est une initiative prise par 18 départements qui ont financé une étude. Ça fait 2 ans et demi qu'ils travaillent là-dessus et ils demandent aujourd'hui le droit d'expérimenter le résultat de leur étude. Et je pense que le rôle de l'initiative des parlementaires, c'est précisément de permettre cette expérimentation. Alors, vous me le disiez juste avant qu'on soit à l'antenne, le texte sera examiné cet après-midi en commission. Déjà, est-ce que vous pensez qu'il a quelque chance d'aboutir, et notamment parce que le gouvernement travaille sur la mise en place d'un revenu universel d'activité annoncé par Emmanuel Macron en septembre dernier pour son plan de lutte contre la pauvreté. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors d'abord, nous verrons s'il aboutit ce texte ou pas. C'est à moi aussi de convaincre mes collègues, mais en même temps, je ne suis pas naïf. Je sais très bien qu'il y a de vieux débats qui existent et que certains considèrent que dès lors qu'un droit est donné, il est conditionné à des devoirs. Bien sûr que la règle des droits et des devoirs existe, mais il y a aussi des droits inconditionnels. Et notamment, le droit à vivre dans la dignité n'est pas nécessairement à conditionner. Quant à l'initiative du président de la République, le revenu universel d'activité, on en sait peu de choses au fond. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il soit universel. Ensuite, je ne suis pas tout à fait certain qu'il soit très incitatif à l'emploi, d'après ce que j'ai pu en entendre. Par ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de fusionner le plus grand nombre d'allocations. Va-t-on conditionner à la recherche d'un emploi l'allocation qu'on va donner à une personne handicapée, l'allocation qu'on va donner à une personne âgée, l'ASPA, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. Donc on voit bien qu'il y a une différence d'approche, une différence de philosophie, et qu'aujourd'hui il y a un texte qui est prêt, celui que je vais défendre devant les commissaires aux lois, et il y a une initiative peut-être intéressante annoncée par le président, mais nous sommes face à une feuille blanche. Réponse cet après-midi après le rendez-vous de la commission. Merci beaucoup, Monsieur Solignac. Merci Valérie Brochard. 14h35, nous sommes à 25 minutes des questions au gouvernement que vous allez suivre en direct et en exclusivité sur LCP. Place à présent au débat autour de ces questions au gouvernement. J'accueille sur ce plateau Sarah El Haïry, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Modem de Loire-Atlantique. Nicolas Forissier, bonjour. Bonjour. Député Les Républicains de l'Indre. Et nous retrouvons Stéphanie Despierres qui se trouve salle des 4 colonnes. Stéphanie, vous avez pris connaissance des questions qui seront posées tout à l'heure par les députés aux membres du gouvernement. Quelles sont-elles ? C'est le sujet de la semaine à l'Assemblée nationale, la proposition de loi anti-casseurs. Après les débats ce matin en commission des lois, après l'audition hier de Christophe Castaner, les communistes vont monter au créneau pour dénoncer les violences policières. Depuis l'autre bout de l'hémicycle, la droite, elle va interroger le gouvernement sur le grand débat, sur les déplacements du président de la République en région et sur les éventuelles mesures qui pourraient en sortir. Il y aura aussi une question venue de la majorité sur ce grand débat. Au menu également de ces questions au gouvernement, la signature hier du traité d'Aix-la-Chapelle entre la France et l'Allemagne. La députée La République En Marche, Monique Limon, interrogera Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. L'UDI évoquera aussi ce pacte franco-allemand. Les députés parleront également des inégalités avec le socialiste Serge Letchimy qui va s'appuyer sur le rapport de l'organisation internationale Oxfam. Un rapport, vous le savez, qui constate que les 26 milliardaires les plus riches de la planète détiennent autant que la moitié des plus pauvres et que leur fortune ne cesse d'augmenter. Et parmi les autres sujets, le sujet de Stocamine, ce site de déchets ultime situé en Alsace. À l'automne, un rapport parlementaire demanderait que les déchets soient extraits de ce site. Le gouvernement en a décidé autrement cette semaine. Le député alsacien du Modem, Bruno Fuchs, va donc demander des explications. Merci Stéphanie Despierres. Vous l'avez dit, la polémique autour des violences policières et des lanceurs de balles de défense s'invite dans l'hémicycle cet après-midi. Alors hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'expérimentation de caméras piétons sur les forces de l'ordre et ce dès la prochaine manifestation de samedi. On va entendre Sébastien Jumel puisque son groupe posera une question sur ce sujet. Il est à vos côtés, Stéphanie Despierres, députée GDR communiste de Seine-Maritime. Bonjour Sébastien Jumel, qu'allez-vous demander au gouvernement cet après-midi ? Écoutez, les lois dépêche AFP, un fait divers, une loi, Sarkozy a déjà essayé et on sait que c'est inopérant. Une loi donc inutile, inefficace et une loi qui comporte malgré tout des risques importants d'atteinte à la liberté fondamentale de manifester. Et de l'autre côté, nous allons attirer l'attention du gouvernement sur l'usage inapproprié des armes qui ont commis 100 blessés graves à l'heure où je parle et donc de dérives qui fragilise cette liberté de manifester au moment où le président de la République prétend ouvrir un grand débat. Un débat pipoté où on choisit les acteurs, où on choisit les questions, où on suggère les réponses et de l'autre, une loi AFP basée sur un fait divers, inutile, inopérante et liberticide. Merci beaucoup de nous avoir donné les détails de votre question d'actualité. Stéphanie Despierres, Sarah El Haïry, il y a cette polémique autour des lanceurs de balles de défense et cette annonce de Christophe Castaner hier pour équiper de caméras piétons les forces de l'ordre. Est-ce que pour vous, il fallait interdire ces lanceurs de balles de défense ? Je vais être très claire et très honnête. Aujourd'hui, on est en train de vivre une période de violence extrême. On a des forces de l'ordre qui sont pris pour cible. Si on peut les équiper d'une caméra, mais également pour les protéger, pour revenir à la réalité et pour arrêter avec la manipulation des images, eh bien c'est une très bonne chose. Quand il y a des dérives, alors il y a des procédures et ça existe. Sauf qu'à l'heure actuelle, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et leur contexte, c'est
un hommage aux forces de l'ordre n'est vraiment pas en trop, et 2, ils sont dans le cadre de leur métier, et donc finalement les caméras, c'est peut-être presque pour les protéger eux, parce que ça pourra montrer exactement ce qu'il se passe. Il ne faut pas oublier que nos manifestations aujourd'hui... Il n'y a pas une omerta là aujourd'hui sur les violences policières, c'est ce que disent effectivement certains proches des Gilets jaunes ou Gilets jaunes eux-mêmes. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, et finalement c'est pour contredire et pour ramener la vérité que finalement la caméra peut être un outil, mais moi je vois ça comme un outil de protection pour nos forces de l'ordre, et dans ce cadre-là, moi je me félicite de l'expérimentation, bien au contraire c'est une bonne chose. Vous approuvez aussi cette expérimentation? Je suis tout à fait d'accord avec cette expérimentation, et je suis d'accord avec ma collègue. Ça ne peut pas continuer comme ça. D'ailleurs, c'est au détriment du droit de manifester dont parle notre collègue Jumel. Ces manifestations de violence, ces casseurs, ces professionnels, ces gens qui essaient de profiter d'un mouvement d'expression, au fond, qui est le signe de notre démocratie, pour casser, pour piller, pour voler, pour déstabiliser l'État et, au fond, l'autorité du peuple, ça n'est plus acceptable. Alors, je voudrais juste reprendre, parce que c'est pas une loi dépêche AFP, comme dit M. Jumel. Ça fait des mois que cette proposition de loi, elle a été déposée par les Républicains au Sénat. Et d'ailleurs, je remarque, ça c'est plutôt positif, que le gouvernement, au fond, reprend ce texte, la majorité reprend ce texte, en disant « Ok, vous avez fait ce travail, il est cohérent ». On le reprend. Ma seule inquiétude, pour être tout à fait précis, parce que c'est les bruits que j'ai, je suis pas à la commission des lois, mais c'est les bruits que j'ai eus ce matin, c'est que j'ai un peu l'impression quand même qu'une partie de la majorité est en train d'essayer de détricoter. Le texte a été en partie réécrit, en tout cas. Voilà, le texte. Donc si ce texte qui était honnêtement équilibré, qui a été fait par les sénateurs républicains, c'est quand même pas, ils sont pas sabre au clair sur, ils ont travaillé, ils ont réfléchi. Bon, si c'est détricoté, alors on perd à la fois l'intérêt politique de pouvoir rassembler au maximum sur une mesure de protection au fond de la République, des citoyens et des forces de l'ordre, et on va aboutir pour le coup à quelque chose qui sera qui aura peu d'odeur et peu de saveur. Je voudrais vraiment qu'on reste sur l'essentiel du texte. Vous avez ces craintes aussi au MoDem, que le texte soit un peu dénaturé? On a entendu pas mal Laurence Vichnievsky intervenir pour le MoDem en commission. On a entendu, j'ai écouté ma collègue également. Moi, ce que je vois et ce que je constate, c'est que là, c'est la force de nos deux chambres, de nos deux assemblées. Plus que jamais, quand il y en a une qui a mûri un sujet, qui l'a travaillé, qu'on puisse s'en saisir et inversement. Et là, on vient répondre à un besoin, j'ai envie de dire, qui dépasse largement les questions d'étiquette, de couleur ou de parti. C'est une réponse à notre pays, à la situation actuelle, à la France. Et si on revient sur le fond de ce sujet, le fond de cette loi, c'est quoi? C'est plus que jamais protéger la liberté de manifester. Absolument. Plus que jamais, finalement. Pourquoi? Parce que ça permet d'arrêter avec les amalgames. Parce que finalement, si on prend le cas d'aujourd'hui, un gilet jaune n'est pas un casseur, puisque le casseur, il refusera d'enlever son casque et de se décagouler, parce qu'il sera violent, parce qu'il aura peut-être des armes dans son sac à dos. Et si on venait à mettre en place ce périmètre de sécurité, ces éléments qui, j'ai envie de dire, nous auraient peut-être sauvé... Alors, le périmètre de sécurité tel qu'il existait dans la proposition de loi socialiste vient d'être retoqué par la Commission. Voilà. Et il va arriver... Des socialistes. Des républicains. Des républicains. Des républicains. Des républicains, pardon. Vous avez dit des socialistes. Ah, pardon, des républicains. Ce sont les républicains qui ont c'est Bruno Retailleau, excusez-moi. Et il a vocation à revenir en séance et à être débattu, à être enrichi. Moi, je veux que ce texte soit enrichi et qu'on n'utilise aucun totem, aucun symbole, mais au contraire, le meilleur texte pour la situation qu'on est en train de vivre. Un exemple très concret, parce que je l'ai vécu sur ma circonscription, c'est Nantes. Entre les violences qu'on a vécues à cause de Notre-Dame-des-Landes, entre les manifestations contre la loi travail qui ont cassé notre centre-ville tous les samedis à peu près, c'était une catastrophe. Alors qu'on savait qui c'était. Eh bien, les casseurs venaient d'un samedi à l'autre devant les forces de l'ordre, puisqu'il y a le temps de la justice et il y a le temps de la casse. Nicolas Forissier, vous n'avez pas l'impression qu'on instrumentalise un peu la droite finalement, qu'on braconne un peu sur les terres de la droite, qu'on récupère aussi une proposition de loi, puis qu'on la change un peu? C'est une excellente nouvelle. Enfin, la majorité actuelle reprend des propositions de la droite modérée qui a vocation à gouverner ce pays un jour et qui essaye de construire un projet, de le défendre dans l'intérêt du pays. Moi, j'ai toujours dit mon pays avant mon parti. Mais j'observe que on est pour la première fois dans une démarche qui est plutôt constructive de la part de la majorité. J'aimerais bien que ça se reproduise. On est encore en période de vœux, donc vous avez compris le vœu que je formule pour l'année qui vient. Pour l'année entière. En attendant, il ne faut pas que ce texte, et Sarah l'a dit, soit dénaturé. Parce que on est dans quelque chose de réfléchi, mûrement réfléchi, et nos concitoyens, ils attendent
de l'autorité, de l'ordre, du respect de la République, du respect des institutions de la République. C'est plus acceptable de voir les images, y compris au regard de l'effet désastreux que ça a sur la scène internationale de l'image de la France. Autre thème, autre question. Cet après-midi dans l'hémicycle, lors des questions au gouvernement, nous sommes à la veille d'un nouveau débat. Demain, le président de la République sera dans la Drôme, à la rencontre des élus de terrain. Il y aurait une question, justement, du député Aurélien Pradié, député Les Républicains, alors que Laurent Wauquiez doit rencontrer demain le président de la République justement en Auvergne-Rhône-Alpes. Aurélien Pradié qui est à vos côtés, Stéphanie Despierres. Oui, bonjour Aurélien Pradié. Alors qu'est-ce que vous allez demander au gouvernement concernant le grand débat ? Je vais l'interroger sur le grand débat, mais je vais précisément l'interroger sur un sujet qui a été évoqué lors de la venue d'Emmanuel Macron dans le Lot, qui est celui des retraites agricoles. Un sujet difficile sur lequel la France a un retard extrême. Il se trouve qu'Emmanuel Macron a été interrogé à 3 reprises sur cette question des retraites agricoles et que sa réponse a été pour moi absolument honteuse. Il a renvoyé vers les minima sociaux en disant ces gens-là n'ont qu'à demander le minimum vieillesse. Et c'est pour moi symptomatique de ce qu'est ce grand débat. Beaucoup de mousse, beaucoup de fumée, mais sur les sujets très concrets, aucune réponse ou des réponses qui sont révélatrices d'une certaine idée dure de la société qui n'est pas la mienne. Et pourtant, Laurent Wauquiez, le patron du Parti Les Républicains, a accepté d'aller demain dans la Drôme et de rencontrer même en tête-à-tête Emmanuel Macron. Et ça, c'est pas du tout un problème. Heureusement que Laurent Wauquiez accepte de participer au débat public. Et moi, je suis très heureux que Laurent Wauquiez puisse aller se confronter au président de la République. C'est pas du tout un problème. C'est pas parce qu'on répond à une invitation qu'on devient tout à coup bienveillant et docile à l'égard du président de la République. Je dis juste que Emmanuel Macron, pour l'instant, est dans une position de confort. Soyons clairs. Le grand débat tel qu'il a été organisé est une situation confortable pour lui. Les maires forment un public bienveillant et très respectueux. Il est bon de temps en temps que Emmanuel Macron entende la vérité du terrain. Je compte sur Laurent Wauquiez pour le lui dire. Vous croyez qu'il ne sortira rien de ce grand débat ? Je ne veux pas croire qu'il n'en sortira rien. Je suis un responsable politique, je crois aux idées, je crois au débat, sinon je ne serais pas engagé en politique depuis très jeune. Et donc j'espère qu'il en sortira quelque chose. Mais ma responsabilité de député de l'opposition, c'est de mettre en garde. On ne joue pas avec la démocratie, on ne joue pas à la grande illusion, parce que le moment du réveil ne sera que pire encore. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Merci Stéphanie Despierres. Sarah Lahiri, en gros, ce qu'on comprend, c'est que le président écoute, mais qu'il n'entend pas véritablement les doléances, les revendications des Gilets jaunes. Est-ce que ce grand débat, c'est pas finalement un grand exercice de communication ? Ben non, bien sûr que non. C'est quand même une opportunité de réécrire un pacte social, civique. C'est un moment où notre pays peut se saisir. Et j'ai envie de vous dire, c'est lui qui l'a voulu, ce grand débat. Et il l'a pas voulu pour avoir un dialogue ou une discussion avec les Gilets jaunes. Il l'a voulu, il a été contraint. Français. On est d'accord. Avec les Français, oui, bien sûr. Si la situation n'avait pas été telle que celle qu'on a connue, peut-être qu'il n'aurait pas existé. Et c'est peut-être ce qu'on peut, dire merci aux Gilets jaunes, c'est finalement que ça a provoqué cette volonté globale de vouloir participer à la vie publique. Mais le débat, il est pour tous les Français et c'est pour ça qu'il faut que tout le monde s'en saisisse. Mais moi, ça m'énerve un petit peu de voir mon collègue Pradié dire « oui, mais rien ne va en sortir ». Non, bon sang, on peut s'en saisir puisque nous sommes des responsables politiques, parce que nous sommes des élus et que finalement, parce que nous sommes élus et parce qu'on participera évidemment à ces débats, nous sommes presque les garanties physiques, j'ai envie de dire, de l'écoute, de la remontée et de ce qu'on en fera. Alors vous avez décidé de participer, les Républicains, à ce grand débat finalement. Vous êtes comme Aurélien Pradié, sceptique un peu sur les conclusions ? Aurélien dit les choses telles qu'il les dit, je le dirais sous une forme un peu différente, je dirais plutôt que sceptique dans l'attente. Mais au fond, on partage, lui et moi, et je pense beaucoup de Françaises et de Français, le sentiment que ça peut être ce débat, c'est un énorme risque, une espèce de défouloir où on va annoncer plein de choses, dire plein de choses, etc., mais où on dira jamais la vérité aux Français. Et je considère que pour qu'il y ait un débat productif, et y compris qu'on prenne en compte les vraies situations, on parlait tout à l'heure des situations très difficiles, moi je le vois dans ma ville et dans ma région de l'Indre, d'un certain nombre de mères isolées, les retraités agricoles, des personnes qui vont travailler tous les jours mais qui sont obligées en gros de dépenser 400 à 450 euros par mois simplement pour leur voiture parce qu'il n'y a pas d'autres moyens et que ça coûte cher, etc. et qu'ils sont payés au SMIC. Des situations comme ça, il y en a beaucoup, il faut qu'elles soient prises en compte. Mais ça ne peut se faire que sur un élément, un socle, je dirais, de vérité, et en particulier de vérité sur la dépense publique, sur la situation financière de notre pays. Nous sommes à 100 milliards d'euros de déficit budgétaire sur le budget 2019, c'est-à-dire quasiment au sens strict du budget de l'État, un quart. On emprunte. Le risque, on peut pas finalement, continuer comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas raconter d'histoire aux Français. Si le résultat de ce débat, c'est un certain nombre de mesures, et puis quelques symboles, je pense
puisqu'on en parle beaucoup, à l'impôt sur la fortune, qui a été une catastrophe pendant des années dans notre pays. Ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'il y ait des si c'est ça le résultat, des annonces qui coûtent pas cher alors. Donc non, on va s'attendre à une réforme institutionnelle, c'est tout. Que évidemment, d'abord, les Français puissent s'exprimer, tous les Français. Voilà. Tous les Français, que ce soit fait de façon objective. Donc moi j'attends aussi que, et c'est peut-être le rôle des institutions, du Parlement, du gouvernement, j'attends que nous apportions aussi la vérité des chiffres, la vérité sur les réformes nécessaires dans notre pays, celles que nous n'avons pas faites, toutes tendances confondues depuis 30 ans, et celles que tous les autres ont fait. Pourquoi est-ce que l'Allemagne va si bien sur le plan financier, y compris sur le plan social par rapport à nous, alors qu'elle fait des réformes que nous n'avons jamais osé faire. Alors ça c'est vrai, il y a cette inégalité, ces inégalités sociales qui sont dénoncées. Est-ce qu'on peut répondre par une réforme institutionnelle? Est-ce qu'il ne faudra pas que ça nous coûte finalement un petit peu d'argent? Mais de fait, il y aura un peu d'argent, mais il n'y aura pas que ça. Puisque les injustices, elles sont où? Qu'est-ce qu'on a entendu? En tout cas, moi ce que j'ai entendu, c'est de l'injustice territoriale. Et là, c'est une question de mobilité qui s'exprime principalement. Quand on dit une injustice sociale, c'est en réalité, j'ai envie de mieux vivre avec mon salaire, d'une manière ou d'une autre. On voit une injustice qui touche plutôt, comment dire, le sentiment de partager le poids des impôts. Qu'est-ce que je paye? À quoi ça sert? Mais c'est presque une volonté de transparence. Et puis il y a toute une phase et une question sur et le renouveau démocratique. J'ai envie de pouvoir m'exprimer plus régulièrement, plus clairement. Et là, c'est tout le combat qu'on doit mener contre l'abstention. Et en réalité, là, c'est la question du vote blanc, c'est la question de comment on réinvente au niveau national peut-être une fera l'objet démocratie directe. D'autres débats en plateau, on est obligé de s'arrêter là. Ça voudra dire quand même que dans ce débat, il va falloir, et peut-être que ça va servir à ça, prendre en considération les territoires et remettre en question des projets du gouvernement sur, par exemple, même si c'est populaire et populiste, la suppression d'un certain nombre de députés. Parce que dans les départements ruraux comme le mien, par exemple, eh bien, s'il n'y a plus qu'un seul député, il y aura beaucoup moins d'expression, beaucoup moins de représentativité, beaucoup moins de démocratie. Ça fera l'objet d'autres débats en plateau. Merci à vous, Sarah El Haïry, députée MoDem de Loire-Atlantique. Merci Nicolas Forissier, député Les Républicains de l'Inde. 14h50, nous retrouvons à présent Daniel Sportiello dans l'hémicycle avec son invité. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver après les questions au gouvernement. Ce sera à 16h. À vous, Daniel. Merci Brigitte, bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon invité aujourd'hui est le député de l'Essonne, président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur le député. Bonjour Daniel Sportiello. Vous tirez à boulet rouge sur le nouveau traité franco-allemand qui a été signé à Aix-la-Chapelle, parce que pour vous, il va aboutir à un abandon de la souveraineté de la France au profit de l'Allemagne. Vous dites par exemple qu'avec ce traité, la France va être soumise aux lois allemandes. Mais ça, c'est pas du tout dans le traité. Je n'ai pas dit que la France allait être soumise aux lois allemandes. J'ai dit que le siège du Conseil de sécurité à l'ONU, que la France a, il est pour la France. Est-ce que le président américain, qui a un siège de Conseil de sécurité de l'ONU, il y a 5 pays, la Chine, la Russie, l'Angleterre, est-ce que les 4 chefs d'État de ces pays vont mettre en place une procédure par traité pour le concerter toutes les positions avec un autre pays? Non. Parce que c'est la crédibilité du pays. Autrement dit, vous dites que la France va devoir partager son siège, c'est cela? De fait, il y a un article 5 et un article 8. Nous allons mettre en commun et négocier avant chaque position avec l'Allemagne. Et je dis, j'ai beaucoup de respect pour l'Allemagne, je suis gaulliste, je crois à la réconciliation franco-allemande. J'ai admiré les images de Général de Gaulle et de Konrad Adenauer, mais c'était sur un pied d'égalité. C'était pas la France qui se soumettait à la décision allemande. Et nous allons perdre une crédibilité à l'ONU en matière internationale. Par exemple, Jacques Chirac et Dominique de Villepin, s'ils avaient dû d'abord négocier avec l'Allemagne sur l'Irak, eh bien, on n'aurait peut-être pas eu la même position. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas à abandonner notre atout. Qu'est-ce que l'Allemagne nous donne en contrepartie? Rien. Alors, s'il vous permettez, monsieur Dupont-Aignan, on est allé regarder évidemment l'article 8, on l'a bien étudié, on l'a bien épluché. Il dit l'admission de l'Allemagne en tant que membre permanent est une priorité de la diplomatie franco-allemande. Eh bien, je m'oppose à cela. Il n'y a pas de partage de sièges. Non, il y a l'article 5 qui mutualise les moyens diplomatiques et qui dit qu'il y a une concertation avant toute position. Eh bien, je vais vous dire une chose. Pourquoi l'Allemagne et pourquoi pas les autres pays? Pourquoi la France sabote les atouts qu'on a? Pourquoi la France est le seul pays au monde qui, en permanence, quand il a un atout, quand elle a un atout, eh bien, le sabote? C'est absurde. Et si on veut faire un partenariat franco-allemand, on le fait sur une base d'égalité et on demande à l'Allemagne des contreparties. On travaille ensemble. Moi, je suis pour Airbus, pour la fusée Ariane. Mais par exemple, Alstom, là,
Alstom va passer sous le contrôle d'une entreprise allemande, Siemens. On aurait pu créer quand même, entre Alstom et Siemens, un Airbus du rail sur un pied d'égalité. Moi, je suis pour la coopération, mais je ne suis pas pour la soumission. Sur le traité franco-allemand, quand même, certaines de vos déclarations ont été jugées comme des fake news. Et le président a dit que vous véhiculiez des mensonges. Eh bien, c'est grave de la part d'un président. Dès qu'on est en désaccord avec le président de la République, c'est une fake news. Dès qu'on est en désaccord avec le président de la République, il nous calomnie. Il a même osé dire, il faut dire ce qu'il a dit, il a dit qu'en étant opposé à ce traité, j'étais complice des crimes du passé. Moi, le fils de résistant, mais comment peut-il dire ça? Je suis gaulliste, je crois à l'indépendance de la France. Il y a quand même pas mal de thèses complotistes qui reprennent cet argumentaire. Il y a surtout un pays, la France, où on n'a plus le droit de penser sur l'immigration, sur la liberté du pays, où il y a une vérité qui est imposée par certains médias et par le président de la République. Eh bien, je vais vous dire une chose. Les Français sont libres de penser. Et je suis ravi que cette polémique permette aux Français d'aller voir ce que le président signe. Parce que le président a signé le traité de Marrakech, le pacte de Marrakech sur l'ONU, sur l'immigration, sans que cette assemblée ait été consultée. Le président a signé le CETA, traité de libre-échange sur l'agriculture, sans que cette assemblée ait été signée. Non, mais je finis. Mais est-ce que le président signe le traité d'Aix-la-Chapelle sans qu'un parlementaire de cet hémicycle ait été consulté? Moi, je demande qu'on vive en démocratie. Il y a un grand débat. Eh bien, je demande au président de la République, avant de signer des traités qui engagent la France après lui, parce qu'il est de passage, il n'a pas le droit de céder les atouts du pays. Mais vous dites céder, comme ça. En quoi vous dites céder, mais en quoi une meilleure coopération avec l'Allemagne sur le terrain économique, diplomatique, de sécurité est-il contraire aux intérêts de la France? Je suis d'accord. Madame, vous êtes une femme. Ben, j'espère. Avant 1965, vous aviez besoin du consentement de votre mari pour signer un chèque. C'était le statut des femmes il n'y a pas si longtemps. Et c'est le général de Gaulle qui a supprimé cela. Eh bien moi, je ne veux pas que l'Allemagne, Madame Merkel, ait la signature de la France. Et j'estime que la France peut travailler avec l'Allemagne. Je souhaite des projets européens avec l'Allemagne. Je respecte et j'admire l'Allemagne sur certains points, mais ce n'est pas à l'Allemagne de décider pour la France. Et vous êtes un petit peu sur les mêmes thèses et les mêmes accusations que Marine Le Pen. Et M. Mélenchon, et M. Chevènement, et un universitaire hier dans le Figaro qui a dit, un universitaire, il n'appartient pas à Debout la France, qui a dit que ce traité menaçait la liberté du peuple français. Le président de la République est là pour défendre la France. Il n'est pas là pour céder à X pays la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir des Français. Ni M. Trump, ni M. Poutine, ni Mme May le font. Pourquoi lui il le fait? Il n'y a pas suffisamment de problèmes de pouvoir d'achat? Il n'y a pas suffisamment de problèmes à régler en France. On va parler de la loi anti-casseurs qui est en discussion en commission en ce moment, qui prévoit évidemment, après le phénomène des gilets jaunes, de durcir la loi contre les casseurs, comme son nom l'indique. Eh bien, ce matin, en commission, la majorité, les députés de la majorité, ont rejeté l'idée d'une sorte de fichier national qui répertorierait les casseurs comme il existe un fichier de hooligans qui serait interdit de stade. C'est faux, madame, pardonnez-moi, vous avez raison sur ce point, mais ils l'ont mis dans un autre fichier. Oui, alors, le fichier des personnes recherchées. Moi, je vais être clair. Enfin, c'est dans un autre fichier, mais c'est pas dans un fichier de casseurs. Je veux être clair. Une loi anti-casseurs, oui. Une loi contre les casseurs, oui. Par exemple, dans la loi, il y a un point très positif. Fouiller les gens avant qu'ils arrivent dans une manifestation pour pas qu'ils aient d'armes. Oui. En revanche, madame, utiliser le mot casseur pour mettre dans cette loi la possibilité pour un préfet d'interdire à un Français qui n'a jamais été condamné, qui n'a jamais rien fait, l'interdire de manifester, c'est une atteinte à la liberté individuelle. Et je vais vous dire quelque chose qui me surprend. Il y a des islamistes dangereux, condamnés 50 fois, fichés S, que le gouvernement n'a jamais voulu arrêter préventivement. Et quand je l'ai demandé, on m'a traité de tous les noms. Et aujourd'hui, alors que le gouvernement est incapable d'arrêter des fichiers S qui ont commis des actes de délit, il veut permettre d'arrêter un Français comme vous et moi le ministre de l'Intérieur a dit une centaine d'individus seraient concernés. Madame, pas plus. Sans aucun critère. Cette loi anti-casseurs est une loi anti-opposants politiques. J'accepte la loi anti-casseurs si elle lutte contre les vrais casseurs. Je n'accepte pas que ce gouvernement
utilise les casseurs pour interdire des Français honnêtes de manifester. Et c'est là où il faut trouver un équilibre. Alors, moi je vous le dis très clairement, il y a des dispositions que je voterai. La fouille, pour éviter les armes sur les manifestations, mais pas un fichier sans que vous ayez été condamné avant. Un fichier, oui, si vous avez été condamné, si vous avez été pris en flagrant délit de violence, alors là, oui, il faut interdire les gens de venir manifester, mais pas un fichier comme ça à la discrétion de M. Castaner. Mais vous vous rendez compte où on en arrive? Et je voudrais que les Français qui m'écoutent comprennent qu'on peut être dur face aux casseurs, mais qu'on ne doit pas être faible face aux casseurs et aux islamistes, et en même temps dur face aux gilets jaunes qui simplement veulent vivre de leur retraite et vivre de leur travail. Alors, vous avez critiqué la présence d'une ministre du gouvernement, Marlène Schiappa, sur le plateau de Cyril Hanouna, où elle veut aller défendre le grand débat. Ah non, ça, j'ai pas critiqué ça, madame. Vous n'avez rien dit? Non, j'ai critiqué le fait que madame Schiappa, ministre, anime le débat avec monsieur Hanouna. Parce que je comprends plus. Si les ministres, maintenant, remplacent les journalistes, vous devriez céder votre micro à M. Castaner, et puis M. Castaner interdira de manifester des gens honnêtes comme moi ou comme vous, et puis on n'est plus en démocratie. Donc je veux bien qu'on rétablisse les choses. Donc vous critiquez la présence de la ministre. Pas la présence. Que Mme Schiappa soit invitée comme n'importe qui, très bien. Elle l'anime, oui, d'accord. Mais qu'elle anime un débat. Je me dis que c'est le monde à l'envers. D'ailleurs, ce grand débat dont on nous parle, alors, attends, vous permettez, démocratie, le débat, il est tout le temps. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme l'a fait le maire LR de Nice, Christian Estrosi, si le journal du Hard existait encore, peut-être que Madame Schiappa irait? Si le journal du Hard existait encore? Non, je n'aime pas les attaques personnelles contre les femmes et les hommes. Non, je vais vous dire, je conteste des idées des politiques. Je n'ai jamais attaqué une personne de ma vie. Et je déteste les attaques personnelles. Et je trouve que la politique, j'ai du respect pour toutes les personnes, sauf si elles sont malhonnêtes. Et quand les personnes sont honnêtes et défendent leurs convictions, je les respecte. Donc c'est normal que les ministres aillent sur les plateaux de télévision pour défendre le grand débat. Mais c'est pas normal qu'un ministre prenne le micro d'un journaliste. Et M. Hanouna, alors que M. Hanouna m'invite comme animateur la prochaine fois, mais de grâce, les Français ont besoin de liberté de la presse. Ils n'ont pas besoin qu'on leur serine ce qu'il faut penser. Et je sais que vous êtes une journaliste attachée à la liberté de la presse, et reconnaissez qu'il y a certains éditorialistes où on ne sait plus s'ils sont journalistes ou ministres. Bon, écoutez, merci, pas pour eux, mais pour moi. Voilà, le président arrive en séance. Je vous laisse rejoindre l'hémicycle, monsieur Dupont-Aignan. Et puis, bonne séance à tous et à toutes. La séance est ouverte. La parole